Votre livre croise histoire et sociologie. Quel est l'intérêt de cette double approche ? Alors, je me lance pour dire que l'idée du livre, c'était effectivement de rassembler aussi nos propres enquêtes et nos propres travaux respectifs, puisque Delphine a beaucoup travaillé sur le cas de la France et de l'empire colonial français. Et pour ma part, j'ai beaucoup travaillé sur des pays anglophones, notamment les États-Unis. Et donc l'idée, c'était de aussi montrer qu'il y avait des résurgences, mais aussi des circulations internationales de ces théories pour montrer aussi leur cadre systémique. Donc l'histoire apporte bien sûr une compréhension sur le long terme, la compréhension de la genèse de ces théories et de leur maintien à travers les époques. Et la sociologie permet aussi de voir à quel titre justement ces théories ont eu des fonctions sociales, des fonctions politiques dans l'espace public, dans l'espace médiatique, mais aussi de comprendre ce qui fait système, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut voir que ces processus historiques, en fait, ce n'est pas l'occurrence d'une seule ou d'un seul médecin isolé, mais c'est l'existence de réseaux de scientifiques notamment, et c'est l'existence aussi de réseaux de circulation qui expliquent en fait la permanence et les effets sociaux de ces théories aujourd'hui. Comment est né le concept de race ainsi que leur hiérarchisation ? Qu'est-ce que la naturalisation du social ? Alors, c'est dans le contexte de l'esclavage au XVIIIe siècle que l'on développe et que l'on invente ce concept de races humaines biologiques. Le concept de race existait déjà, il était appliqué plutôt au lignage, aux familles, au lignage noble notamment, on parlait du sang noble ou de la race noble, et ce concept, ce terme de race a été associé ensuite à des familles humaines, et l'on va diviser donc l'humanité en 4 grandes races. C'est Carl von Linné notamment en 1758. Il associe à ces races des couleurs et des tempéraments qui déjà situent les individus, situent ces groupes humains sur une échelle humaine très hiérarchisée. Donc la race blanche va être placée au sommet de l'humanité, la race jaune elle va être considérée comme l'intermédiaire avec la race rouge, et la race noire va être placée au bas de l'échelle humaine. Et c'est une forme de naturalisation du social, c'est-à-dire que Carl von Linné écrit, tout comme Blumenbach en Allemagne à la même époque, Buffon en France, il écrit dans un contexte qui est celui de l'esclavage et donc de hiérarchies sociales qui se sont imposées. Il tente donc par le biais de la science d'expliquer des hiérarchies sociales. Il faut toujours tenter de recontextualiser et de réintégrer les scientifiques dans leur contexte idéologique, politique et économique. Ils ne sont pas hors de ce contexte. Et il tente notamment, à un moment où il y a un affaiblissement de la pensée religieuse, avec les thèses des Lumières notamment, et avec cette effervescence des savoirs philosophiques et scientifiques, l'on cherche à éclairer les mystères de l'humanité, de la diversité humaine, et l'on va donc s'appuyer sur un monde social hiérarchisé, le définir, et donc entrer pour une très longue période, donc entériner ces hiérarchies sociales, les naturaliser, les biologiser. On assiste à une multiplication des études sur les catégories raciales, avec des dissections qui sont réalisées, avec des observations, des mensurations anthropométriques, mensurations craniométriques également. Et lorsque la colonisation se développe après l'esclavage, par exemple pour la France en 1830 avec l'Algérie, puis dans les années 1850 le Sénégal, l'Afrique de l'Ouest, l'Indochine, il y a là une volonté en fait de se servir de ces théories raciales scientifiques pour justifier la mise sous tutelle de populations qui ont été libérées de l'esclavage. Parce qu'il y a eu une libération, enfin une volonté en tout cas des populations, des États européens d'émanciper les peuples de l'esclavage. Alors c'est un discours très rhétorique parce qu'en réalité ils maintiennent le travail forcé, mais ils vont le maintenir à l'aide de la science. Et ils vont expliquer notamment que les scientifiques ont développé des théories qui mettent en lumière l'existence de races inférieures intellectuellement et qui ont besoin des races supérieures. Et là on justifie la mission civilisatrice
caprice, la mise en place d'écoles, etc. dans les colonies, et l'exploitation donc de populations entières pour les bienfaits des empires, que ce soit l'Empire britannique ou l'Empire français. Mais voilà, les races, ce concept de race se développe dans le contexte de l'esclavage, il se voit renforcé dans le concept de la colonisation, et lors des indépendances, même si l'on invalide ce concept, il reste en fait encore sous-jacent, encore latent, et imprègne encore les représentations et parfois les pratiques. Et il y a une vraie proximité aussi entre les élites politiques de l'époque et les élites médicales. On a recensé notamment dans le livre le fait que beaucoup de médecins, notamment qui officiaient à l'époque de l'esclavage, étaient eux-mêmes en fait formés dans les mêmes universités qui à l'époque étaient très peu démocratisées et donc fréquentaient les futures élites politiques au pouvoir. C'est par exemple le cas d'un médecin qui s'appelait Samuel Cartwright qui officiait dans les États du Sud des États-Unis autour des années 1850 et qui lui-même était en fait le médecin personnel de Jefferson Davis qui va devenir le leader politique de la Confédération, donc des États confédérés qui vont faire sécession dans les années 1860. C'est quelqu'un qui est nostalgique après la guerre de sécession de l'ordre esclavagiste et qui ne s'en cache pas dans ses écrits privés qu'il va notamment échanger avec Jefferson Davis. Mais c'est quelqu'un, Cartwright, qui va beaucoup théoriser aussi sur le travail forcé, c'est-à-dire qu'il va créer des théories médicales autour du fait que les esclaves, selon lui, ont des aptitudes pour se soumettre à leur maître et il va théoriser notamment la fuite de certains esclaves vers les plantations, donc hors des plantations vers le nord, à la période justement où il y a de plus en plus de soulèvements autour des années 1850 et il va dire que ces fuites, en fait, c'est la quête de liberté, c'est une forme de folie. Et donc on voit ici des formes de pathologisation de la liberté, de l'émancipation et de la folie par l'intermédiaire justement de la science, puisque Cartwright c'était quelqu'un qui publiait dans des revues médicales, qui diffusait énormément ses théories. Les théories étaient relues et ensuite circulaient aussi dans la presse de l'époque et venaient justifier le fait que finalement toute tentative d'émancipation de ces personnes esclavagisées était une forme de folie à maîtriser. Donc on voit ici le lien très ténu entre science médicale et instrumentalisation politique à une époque justement où l'esclavage venait à être mis en question. Comment se manifestent les résurgences actuelles du racisme scientifique et médical? Quel lien avec la situation politique actuelle? Oui, alors c'est vrai que dans le livre, on développe sur le fait que le racisme scientifique et médical, c'est pas seulement un système de croyances ou de théories qui se développe dans les universités, dans les facultés de médecine, dans les hôpitaux par exemple, mais c'est un système de croyances notamment qui parfois sont diffusés dans les médias, donc sous la forme d'articles de vulgarisation scientifique autour des théories notamment sur le QI ou autour de théories sur la génétique des populations, autour des tests d'ancestralité génétique notamment. Et donc, on montre à quel point en fait ce système de croyances, il facilite de fait par les croyances en une scientificité pure, parce qu'il y a aussi l'idée derrière que ce sont des vrais scientifiques qui produiraient ces savoirs qui seraient véridiques, et bien l'emprise du racisme systémique dans nos sociétés. C'est-à-dire qu'il permet en fait de donner une justification, une légitimité à un système profondément inégalitaire qui a toujours lieu d'être dans nos sociétés. Oui, puis on voit la recherche de légitimité lorsque l'on va puiser dans ces sources scientifiques, même si ces scientifiques sont exclus, ostracisés de leur communauté. Lorsque l'on utilise, si on pense aujourd'hui aux chaînes d'information en continu que je ne citerai pas, il y a toujours des experts. Ils sont souvent psychologues, psychiatres, médecins, voilà, peu importe leur domaine d'expertise, mais on utilise ces experts. Et on voit aujourd'hui cette utilisation de plus en plus... enfin, elle a toujours existé,
mais dans une situation où l'on voit les extrêmes se renforcer un peu partout en Europe et aux États-Unis, on va puiser dans cette science, dans cette ancienne science des races humaines, et dans une science des races humaines en fait qui se renouvelle, c'est-à-dire que c'est à la fois dans le milieu politique que l'on va rechercher des sources qui peuvent dater du 19e siècle, sans que ça gêne beaucoup les hommes politiques, ou bien dans des sources plus récentes de scientifiques en fait qui ne sont pas du tout intégrés dans leur communauté, mais qui parfois au moment de leur retraite en fait vont publier assez largement des thèses racialistes. Et on peut penser notamment à Richard Lynn. Nous on a commencé en fait l'ouvrage avec une citation avec une carte du QI qu'il a fabriquée, et Richard Lynn est cité par un député d'extrême droite français en 2024 qui réutilise une carte qui avait été fabriquée en 2002 je crois, et qui elle-même en fait s'appuyait sur des regroupements géographiques et des corrélations qui dataient du 19e siècle, sur des liens entre régions géographiques et races en fait et QI. Et on voit en fait qu'il y a là une forme de mutation de ces théories sur la craniométrie, sur le lien entre l'intelligence, le crâne et les races, avec le QI. Donc on renouvelle les méthodes, mais on applique en fait les mêmes procédés, c'est-à-dire qu'il y aurait des liens entre l'intelligence et les races. Et en fait, ce député d'extrême droite publie cette carte, mais en fait elle a été publiée sur les réseaux sociaux de manière très intense pendant un temps, sous le sceau de la science. En fait, Richard Lynn est un professeur de psychologie de l'université d'Ulster qui a été exclu de sa communauté scientifique, mais qui produit largement ce type de travaux et qui est toujours considéré en fait pour le grand public comme un scientifique. Et c'est en ça que c'est très dangereux et qu'il faut toujours croiser les sources, et essayer de les critiquer et rechercher l'information, enfin essayer de vérifier l'information, parce que Richard Lynn, si on vérifie un petit peu, on voit très bien que c'est un scientifique racialiste utilisé par des personnes d'extrême droite. Mais on va le voir utilisé aussi dans des revues grand public. Et voilà, tout le danger en fait de la résurgence de ces thèses scientifiques. Et d'ailleurs, en croisant les parcours de ces scientifiques déchus, on peut voir qu'il y a un certain nombre de variables sociales qu'on retrouve dans leur profil, c'est-à-dire dans leur trajectoire professionnelle. On voit que ce sont souvent des personnes qui ont fait carrière à l'université, mais qui effectivement sont en retraite au moment de la publication et de la publication de ce genre de thèse. Ce sont des personnes qui sont relativement marginalisées par rapport à l'arène scientifique, donc de la science institutionnaliste. Ce sont des personnes qui ont soit perdu leur titre universitaire, dans le cas de Richard Lynn par exemple, ou dont justement leurs propos les ont en partie excommuniés, c'est-à-dire qu'ils sont sortis de l'arène de production scientifique à proprement parler, mais ils continuent à agréger autour d'eux et à capter de nouveaux publics en cherchant notamment à publier dans des organes de presse ou sur les réseaux sociaux leurs théories. Et aux yeux du grand public, puisqu'ils ont déjà eu une carrière universitaire, en fait, ils sont toujours présentés comme des scientifiques, malgré le fait que leurs pairs, les généticiens, les biologistes, les mettent de côté et critiquent leur thèse.